Vous le savez certainement, mais au mois de mai cette année, eh bien, je me suis rendu pour la toute première fois de ma vie aux 500 miles d'Indianapolis, une expérience exceptionnelle, et je me suis dit que pour terminer 2022 ensemble, eh bien, ça valait le coup de revenir en répondant à vos questions que je vous ai posées au mois de juin. Oui, ça va, j'ai mis un petit peu de temps pour faire la vidéo, mais répondre à vos questions sur ce qui a été certainement ma plus belle expérience sur un circuit en 2022, et probablement de toute ma vie d'ailleurs. Tu as rencontré combien de pilotes? Eh ben, quelques-uns. J'ai eu cette chance, effectivement, sur cette première visite. Ça a commencé dès le jeudi. Donc moi, je suis arrivé, en fait, dans la nuit du mercredi au jeudi à Indianapolis. J'ai mis environ 24 heures pour arriver là-bas. C'était extraordinairement long, mais le principal, c'était de sur place, évidemment. Et du coup, le jeudi, j'ai décidé d'aller faire un petit tour par le musée de l'Indianapolis Motor Speedway, musée qui est très sympathique, qui est situé vraiment dans l'enceinte du circuit. Il faut prendre le petit tunnel pour arriver dans le musée, donc c'est vraiment vachement sympa. Il y a pas mal de voitures qui ont participé à la course et certaines qui ont gagné d'ailleurs. Et donc en ressortant, en fait, je me rends compte qu'ils font un tournage pour la course de dimanche qui est diffusée sur NBC aux États-Unis. Et dans ce tournage, il y a le poleman, Scott Dixon. Donc il sort du tournage, on fait une photo, donc ça fait pilote numéro 1, le poleman des 500 miles d'Indianapolis, donc c'est plutôt pas mal, ça met les bases assez bonnes. Après, c'est surtout le vendredi que j'ai croisé pas mal de pilotes, parce que c'était donc Carb Day, la dernière séance d'essai. Il y avait pas mal aussi de moments où les pilotes venaient faire des apparitions un peu publiques. Donc on peut rajouter à la liste, je les lis ici sur mon écran, mais Ed Carpenter, Rinus VeeKay, Connor Daly, Pato Howard, Félix Rosenqvist, Tony Kanaan, Helio Castroneves, et pour terminer, Simon Pagenaud sur la grille de départ des 500 miles d'Indianapolis, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc du coup, pour répondre à la question, une petite dizaine, et c'est déjà pas mal, je trouve. De toutes les courses que tu as pu couvrir, est-ce que c'est LA course à voir dans sa vie? Oui. C'est la réponse. J'ai pas mieux. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment la réponse absolue. Et puis de toute façon, je vous aurais dit la même chose, même si je n'avais jamais été à Indianapolis. Il faut comprendre que c'est la course qui me fait rêver depuis tout petit. J'ai vraiment, avec cette course, un rapport qui est similaire à ce que beaucoup de gens, en France particulièrement, ont avec les 24 heures du Mans. Même si je suis né à plusieurs milliers de kilomètres d'Indianapolis, moi, c'est des souvenirs d'enfance. C'est des moments où voilà, je regardais ça quand j'étais enfant, et j'ai développé un rapport avec cette course, comme les gens qui vont au Mans chaque année depuis tout petit, ou qui vont à un Grand Prix de Formule 1 particulier. C'est mon moment de l'année, c'est un moment que je voudrais rater pour rien au monde. J'essaie toujours, et depuis 2004, ça fonctionne, j'essaie toujours de n'avoir rien ce soir-là ou cette journée-là qui clash avec. C'est vraiment voilà, mon moment à moi dans l'année. Et sur place, en fait, tout est décuplé, c'est-à-dire qu'il y a les centaines de milliers de spectateurs. Je rappelle que les 500 miles d'Indianapolis sont l'événement sportif sur un jour avec le plus grand nombre de spectateurs au monde. Il n'y a pas mieux. Le circuit devient la deuxième plus grande ville de l'Indiana le jour de la course, puisqu'il y a plus de 350 000 spectateurs. Il y a toutes les festivités avant la course. Et puis ensuite, la course en elle-même. Je vous rappelle que c'est quand même 33 voitures qui te passent devant à 370 km/h. C'est un truc qui est quand même difficile à vraiment imaginer avant d'y être pour de vrai. Donc si vous ne devez aller voir qu'une seule course automobile dans votre vie, vraiment, je vous dis, c'est Indianapolis. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, c'était bien? Oh oui. Pendant la course, est-ce qu'il se passe toujours quelque chose, ou est-ce que tu as le temps de t'ennuyer? Je trouve que c'est une question assez intéressante, parce que ça reste quand même une course de voiture qui dure 3 heures, donc c'est assez long. Évidemment, quand tu compares aux 24 heures du Mans, c'est pas du tout pareil. Aux 24 heures, tu te balades autour du circuit, tu vas passer un moment dans le village, tu fais la petite fête foraine. Vraiment, tu as de quoi t'occuper en dehors de la course. C'est pas une course sur laquelle tu as 24 heures assis sur ton siège. Sauf qu'à Indianapolis, t'es assis dans ton siège pendant 3 heures. C'est vraiment, tu peux pas prendre le temps d'aller bouger parce que tu vas louper 15 tours, quoi, le temps de te déplacer un peu. On va pas se le cacher, à la télé, la course, à un moment donné, elle devient toujours un tout petit peu moins intéressante. Quand il y a un long relais comme ça sous drapeau vert, les positions s'étirent, le peloton s'étire, et c'est un petit peu moins sympa. Donc forcément, je vous le cache pas, moi je savais que ça allait être un grand moment, mais il y a quand même cette petite inquiétude de se dire, est-ce qu'en vrai on va avoir ces longueurs, est-ce qu'on va avoir ce genre de choses? Eh bien je vous jure, j'ai vérifié, la course a duré 2h51, du drapeau vert jusqu'à la victoire de Marcus Ericsson. Vous m'auriez dit qu'elle avait duré 45 minutes, je vous aurais dit bah oui évidemment, parce que c'est passé à une vitesse, mais je n'ai jamais vécu ça sur un circuit. Et je pense que c'est aussi dû au fait que nous, sous drapeau vert, quand on est sur place, on voit toujours des voitures qui passent. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose devant nous, alors qu'à la télévision, on suit vraiment le tour en entier, alors que là, ça passe beaucoup plus vite, parce qu'on a voulu faire tac, et puis 40 secondes plus tard, ça repasse, et on se rend compte que 40 secondes, c'est finalement très court. Donc c'est assez incroyable. Même le drapeau rouge est passé ultra vite, alors que là, il ne se passait strictement rien, et là, vraiment, j'arrive pas à m'expliquer. Je ne me suis absolument pas ennuyé. Je suis allé faire une petite pause pipi quand même pendant le premier drapeau jaune, je vais pas vous le cacher, voilà. Et après, je suis resté dans mon siège tout le long, voilà, assis à la même place, un petit peu debout de temps en temps, parce qu'il y a quand même des grands moments dans la course. Et franchement, je me suis pas ennuyé une seule seconde. La vraie question que je me pose, c'est est-ce que vous, qui avez regardé la course à la télé ce jour-là, est-ce que vous vous êtes ennuyé? Dites-le moi dans les commentaires. Quel a été le plus impressionnant pour toi? Alors, la réponse facile, c'est de vous dire la vitesse. Et j'avoue que
le vendredi, quand on arrive pour les essais et qu'on s'est mis avec l'un de mes amis que je salue, que ce soit Guillaume, Stéphane ou Xavier, vraiment un grand salut à eux parce que je les ai rencontrés là-bas, hein, de manière totalement fortuite. J'ai entendu que ça parlait français, je lui ai dit bah bonjour, hein, et puis voilà, on est resté toute la semaine, tout le week-end ensemble, et c'était vraiment super d'être avec vous les gars. Et du coup, on était un petit peu descendu en fait lors des premiers essais. On s'est mis le plus bas possible de la tribune dans la ligne droite des stands. Et en fait, tu sens tout qui tremble et tout. Enfin, c'est absolument incroyable quand tu as un premier peloton qui passe à 380 km/h. C'est là que tu prends vraiment conscience de la vitesse. Donc ça, c'est évidemment ce qui est très impressionnant point de vue mécanique. Mais ce qui personnellement m'a le plus impressionné, c'est ce moment que j'ai pu passer sur la grille de départ. Parce que oui, je me suis retrouvé de manière absolument pas prévue. Hein. C'est juste né d'une rencontre avec le speaker de l'épreuve. Je me suis retrouvé sur la grille de départ. Il m'a amené dans la pit lane. Il m'a dit bah voilà, écoute, tu viens de France, je te fais un petit tour du proprio. Et il m'a dit écoute, moi je vais bosser. Mais par contre, tant que personne ne te dit de partir, tu ne pars pas. Du coup, je suis pas parti. J'ai embrassé des briques, je suis allé sur la grille, c'était absolument incroyable. Et en fait, sur la grille de départ, on devait être à 25-30 minutes du départ de la course. Donc tout le monde était déjà vraiment dans les tribunes, ça s'était vidé sur la grille de départ. Et en fait, c'était ce moment-là, moi, qui m'a complètement choqué. C'est juste, j'étais debout, j'ai tourné la tête. Voilà, j'ai regardé les deux immenses tribunes qui entourent la ligne de départ. Tu vois aussi des gens à perte de vue, et c'est juste ça en fait, 350 000 personnes, et tu les vois comme ça, c'est une énergie incroyable, et ça c'est vraiment ce qui m'a impressionné pour le coup. Quelle est la meilleure place en tribune, selon toi? Eh bien écoute, la meilleure place, tout le monde les connaît de toute façon, celles-ci, ce sont les places qui sont situées tout en haut des tribunes du virage numéro 1. J'ai pu y aller, on a pu aller avec nos amis d'ailleurs le vendredi pour les essais, et c'est vraiment des places exceptionnelles, c'est-à-dire que tu as quasiment tout le circuit, ce qui est vraiment très compliqué sur un circuit aussi vaste qu'Indianapolis, mais tu vois toute la ligne droite des stands, donc la sortie du 4e virage, toute la ligne droite, le premier virage, le deuxième, et tu les vois même furtivement dans la ligne droite arrière, donc c'est vraiment la meilleure place pour voir le circuit. Maintenant, c'est des places qui sont réservées sur 20 ans, donc vous ne les aurez jamais, donc n'y comptez même pas, mais en regardant vraiment en tribune, il n'y a que les tribunes à l'intérieur de la pit lane, on va dire, à l'intérieur de la ligne droite des stands qui sont pas forcément meilleures parce que tu les vois vraiment juste passer en ligne droite. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise place. C'est-à-dire que tu peux toujours voir quelque chose. Moi, personnellement, j'étais placé entre les virages 1 et 2. Et je trouve que j'étais super bien mis pour un prix des lasers dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir des places très bonnes, peu importe où tu te situes. C'est-à-dire que où tu vas aller tout en haut de la tribune et tu vas avoir une superbe vue d'ensemble, donc tu vas pouvoir vraiment comprendre, et c'est très bien pour vraiment des fois étudier un petit peu la dynamique de tous les pilotes et des trajectoires qu'ils peuvent prendre. Ou alors tu vas te mettre tout en bas et là tu auras juste une bouffée de son et d'images à chaque fois quand ils vont passer, et c'est absolument génial. Ou alors tu fais comme moi, tu te mets un peu près au milieu et tu as le mix des deux, et c'était vraiment super parce que tu pouvais voir quand les pilotes avaient des petites glisses, des petits moments comme ça, et tu pouvais aussi vraiment en prendre plein la gueule quand il y avait le départ et les restarts. Donc moi je pense que c'était vraiment le très très bon compromis, et des places que j'ai eues une semaine avant la course, hein. C'était encore une fois miraculeux. Une fourchette de budget, me demande-t-on. Ça y est, on va donc parler pognon. Évidemment, spoiler, c'est cher, hein. C'est très cher de faire un voyage comme ça. Sachez toutefois que les prix que je vais vous annoncer ici sont ceux que j'ai payés personnellement. J'ai pris mes places et les vols et tout ça environ un mois et demi avant la course, hein. Donc je me suis pris ultra tard. Vous pouvez vous y prendre beaucoup plus tôt, même maintenant, si vous voulez aller à Indianapolis par exemple. Mais pourtant, pour m'y rendre de nouveau en 2023, j'ai regardé dès le mois de juillet et dès le mois d'août. Les prix sont pas si différents que ça, donc il y a peut-être moyen de gratter un petit peu, mais je pense qu'on est quand même sur une fourchette assez représentative. Après, un bon moyen de réduire tout ça, c'est d'y aller à plusieurs. Vous pouvez par exemple mutualiser les frais de la chambre d'hôtel, de la voiture de location et tout ça. Moi j'ai fait le voyage en solo, donc tout ça je l'ai payé de ma poche. On commence donc par l'avion. J'ai payé 715 € avec la compagnie United pour des vols Paris, Newark, Indianapolis et un délirant Indianapolis, Newark, Toronto, Paris. Voilà, écoutez, bon, pourquoi pas, hein. Pour le vol retour, un cauchemar absolu, hein, avec tous les retards qu'il y a eu. J'ai failli louper le Toronto-Paris, ce qui aurait été assez emmerdant. Bon, après, ce qui a vraiment été emmerdant, c'est que ma valise est arrivée une semaine après moi. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc pour le vol, je conseillerais une autre option, qui est celle que mes amis ont prise, c'est de faire Paris-Chicago. C'est un vol direct, du coup, donc il y a beaucoup moins de stress avec les connexions et tout ça. Et ensuite de prendre la voiture de location, parce que vous en aurez besoin, directement sur place, à Chicago, et de faire Chicago-Indianapolis en voiture, c'est 3 heures, 3h30. Donc ça se fait. Alors après, vous pouvez décider de faire une nuit à Chicago pour vous remettre un peu du jet lag et tout, et le faire le lendemain, mais c'est pas, voilà, c'est pas comme si je vous disais de faire un road trip de 1600 km, donc ça se fait largement, et je pense que c'est pas une mauvaise idée du tout, parce qu'au moins ça vous permet de n'avoir qu'un seul vol à chaque fois, et les vols sont parfois un petit peu moins chers aussi, quand c'est juste du Paris-Chicago direct.
Donc vous l'avez compris, la dépense suivante, c'est évidemment la voiture de location. Pour une semaine, j'en ai eu pour 318 $ de location. Je n'ai pas eu à mettre une seule fois du carburant. Donc franchement, c'est un super prix. Là, j'étais très très surpris, surtout qu'aux États-Unis, les voitures sont évidemment immenses, les places de parking sont immenses, les routes sont immenses. Tout est gigantesque là-bas. Donc 318 $ pour ça. C'était une Mazda CX-5, mais version américaine, quoi. Donc franchement, j'étais très content de la voiture de location. Il n'y a pas eu de problème du tout. On arrive à l'hôtel maintenant, puisque donc on a fait le vol, on a pris la voiture de location et on est arrivé à l'hôtel. Bon. Et là, j'ai pris un petit Holiday Inn qui était tout à fait charmant, juste à côté du stade de football américain des Colts d'Indianapolis, pour ceux qui connaissent, le Lucas Oil Stadium. Et j'en ai eu pour 1630 $ pour 6 nuits. C'est évidemment la plus grosse dépense dans un voyage comme celui-ci, vous vous en doutez. C'est normal, hein, et quand tu regardes le détail, en fait, la chambre était à 100 ou 120 $, je pense, la nuit. Puis elle passe à 330 $ la nuit pour le vendredi et le samedi. C'est fou ça quand même, on dirait presque qu'il y a une grande course internationale qui passe ce week-end-là. Mais franchement, j'ai pas eu à me plaindre. Il y avait un parking couvert, le lit était super, la douche était sympa, le tout était à un quart d'heure du circuit. Donc il y avait tout ce qu'il fallait, c'était un super endroit et ça valait totalement le coup. Pas de problème, et encore une fois, des hôtels comme ça, t'en trouveras pas forcément à des prix beaucoup moins chers, même si tu t'y prends maintenant. Au niveau enfin des billets pour la course, parce qu'une fois que tu es sur place, il faut bien pouvoir regarder la course, j'en ai eu pour, attention mesdames et messieurs, 168 $ pour 3 jours. Alors je sais, les gens qui cherchent actuellement à prendre des billets pour des Grands Prix de Formule 1 viennent de s'étouffer, mais c'est bien ça, hein, c'est totalement les billets. Les essais du vendredi sont à 39 $, vous avez pour vos 39 $, les essais libres donc de l'IndyCar, vous avez ensuite la compétition d'aérostand aussi, et vous avez un concert. Donc, super rapport qualité-prix évidemment. La journée des autographes du samedi, avec un briefing des pilotes qui est fait en public, ce qui est super rare et qui n'arrive d'ailleurs jamais le reste de la saison, est à 10 $, et tu peux avoir les autographes, tu as une séance d'autographes avec tous les pilotes des 500 miles d'Indianapolis, et tu as aussi d'autres choses avec des légendes, parce que c'est Legends Day, donc tu peux voir beaucoup de monde, seulement 10 $. Et ensuite, tu pars en centre-ville pour la parade, qui est gratuite, sauf si tu veux des places en tribune, mais franchement gratuit, ça marche très bien. Et pour la course, j'ai payé 119 $ pour ma place en tribune, ce qui est vraiment pas cher, encore une fois, je vous ai dit où j'étais placé, c'était absolument incroyable. Donc voilà, c'est encore une fois, alors bien sûr, si vous voulez vraiment aller sur la grille, tout ça, il faut mettre beaucoup plus d'argent. Moi j'ai eu la chance incroyable de juste payer ça, mais c'est évidemment plus cher. Mais franchement, même juste avec 119 $ pour la journée, sachez que je suis arrivé à 6 h du matin au circuit, quand les portes sont ouvertes, et je suis reparti à quelque chose comme 17h30, 18h, je pense. Donc voilà, il y a vraiment de quoi passer une énorme journée pour vraiment pas cher du coup. Donc voilà, c'était vraiment les dépenses qui étaient pas chères du tout pour ces places pour la course. Vous ajoutez sur évidemment la vie sur place, hein, donc de quoi manger, de quoi faire quelques petits extras. Par exemple, on est allé le samedi soir au Speedrome, voir des courses en 8 et tout, bah ça c'est con, ça se rajoute, ça fait vraiment couleur locale, mais ça se rajoute un petit peu de dépenses bien sûr. On arrive à un total qui doit se situer entre 2500 et 3000 $ pour une semaine donc à Indianapolis. C'est forcément très cher, mais en même temps, c'est pas le genre de voyage que tu fais tous les mois. Donc c'est le genre de choses où tu te dis, voilà, j'économise, et c'est mon grand kiff de l'année ou de ces 3 dernières années, donc ça vaut vraiment le coup pour moi. Vous m'auriez dit, ça coûte 8000 $, là j'aurais dit, c'est peut-être beaucoup, mais bon, entre 2500 et 3000, ça va, ça reste évidemment très onéreux, mais c'était le voyage d'une vie, donc je pense que ça peut se comprendre. Moi, j'ai économisé jusque-là pour pouvoir me le payer, donc ça fait quand même partie de ces choses où il faut savoir mettre évidemment un certain prix pour s'offrir ça, mais c'était une très très belle expérience. Et encore une fois, je vous l'ai dit, hein, on peut mutualiser des coûts, on peut avoir des choses un peu moins chères, tout peut se réduire, et je pense que sincèrement, tu fais juste la même chose, mais tu prends une chambre d'hôtel à 2, hein, tu pars à 2, au lieu de payer 1600 $ chacun, t'en payes 800. Donc forcément, ça te réduit beaucoup les dépenses, et tu peux y aller à plusieurs, donc c'est un truc vraiment intéressant à regarder bien sûr. Et la dernière question qui est aussi très intéressante, on me demande si on sait suivre la course correctement en tribune, car c'est pas toujours évident en Europe. La réponse très rapide est un grand oui, mais ça dépend bien sûr de là où vous êtes placé. C'est-à-dire que si vous êtes à l'intérieur du circuit, dans l'infield, avec les places qui sont à 40 $ je crois pour la course, mais vous êtes debout, bon là forcément c'est plus compliqué de suivre. Mais en général dans les tribunes, vous aurez quasiment toujours un accès à un écran géant. Moi je le voyais très bien, donc j'avais toutes les images de la course. Donc franchement, j'avais tout ce dont j'avais besoin. C'est comme si je regardais la course à la télé, sauf que toutes les 40 secondes, ça faisait parce que ça me passait devant. Voilà, mais sinon, c'était vraiment pareil. Les commentateurs sur place, que ce soit Dave Collabo ou Alan Bestwick, font du très très bon travail, donc ça, tu peux vraiment comprendre la course, mais on les entend pas forcément tout le temps quand on n'a pas de casque, parce que les IndyCar, ça fait quand même du bruit. Mais le point crucial et qui, moi, m'a fait que c'est une expérience vraiment qui a été au-delà de tout ce que j'ai pu vivre en Europe, c'est que
on peut mettre IndyCar Radio dans les écouteurs via le téléphone, on peut regarder le live timing, et ça marche nickel. Il y a 350 000 spectateurs, et la 4G et la 5G fonctionnaient impeccablement, je n'ai pas eu un seul souci. Je pouvais suivre tout ce que je voulais sur la course, mettre des caméras embarquées, je pouvais suivre, j'ai suivi à un moment donné, je me suis mis en caméra embarquée, pendant quelques instants, juste pour voir voilà, la course en même temps depuis le cockpit d'un pilote et depuis ma place. Donc c'est vraiment incroyable et c'est ça qui est le point crucial où l'Europe doit faire des efforts, c'est de pouvoir offrir justement des antennes relais comme ça et des capacités pour qu'on puisse tous aller sur nos téléphones. Au départ des 24 heures du Mans, c'est impossible d'aller ne serait-ce que tweeter un truc quasiment parce que c'est un réseau absolument saturé. Indianapolis, il n'y avait aucun problème. Et ça, c'est très très fort parce qu'en plus, c'est 350 000 personnes qui sont dans un endroit encore beaucoup plus restreint que sur le grand circuit des 24 heures du Mans. Donc ça, c'était génial. Il faut vraiment que les circuits européens en prennent de la graine. Voilà pour mes quelques petites réponses. C'est un voyage que je n'oublierai jamais. Ce qui m'a donné plus de ça envie, c'est d'y retourner en 2023, donc on va tout faire pour, bien sûr, et puis on va tout faire pour vous emmener de nouveau grâce à la magie des réseaux sociaux, parce que je sais que beaucoup, vous m'avez envoyé quelques petits messages et vous étiez voilà, très contents d'avoir pu suivre le périple, parce que c'était un périple hein, pour y aller et pour revenir, mais même sur place c'était incroyable. Donc voilà, je vais essayer de faire ça de nouveau. Merci à vous pour cette très belle année 2022, que ce soit avec le Racing Café, avec Grand Prix, avec les vidéos sur YouTube, avec plein d'autres choses. J'ai hâte que 2023 s'ouvre avec de nouveaux défis, avec de nouvelles émotions à partager, avec de nouvelles choses, avec de nouveaux résultats à découvrir, parce que c'est ce qui est chouette avec le sport auto, c'est que tout est imprévisible, et là c'est une nouvelle page qui va s'écrire, donc merci beaucoup à toutes et à tous, passez un très très bon réveillon, et allez, je vous le dis en avance, même si c'est pas toujours ce qu'on doit faire, mais passez une super année 2023, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.